Bienvenue et n'oubliez pas d'activer les sous-titres sur cette vidéo. La première histoire. Déménager à Manhattan était censé être un nouveau départ pour nous. Julie, Timmy et moi étions enfin installés dans notre nouvel appartement, au 21e étage, avec la vue sur la ville en dessous de nous. La vie dans la Grande Pomme était un rêve devenu réalité, et nous étions ravis pour l'avenir. Timmy était un enfant timide. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa maman était convaincue qu'il deviendrait un grand artiste quand il serait grand. Il passait des heures à dessiner dans son nouveau carnet de dessin. Des montagnes, des cascades, des dragons géants. Timmy avait toujours été imaginatif, mais bientôt ses dessins ont commencé à raconter une histoire différente. Cela a commencé innocemment. Timmy dessinait des scènes de notre maison, des dîners en famille, des soirées de jeux, etc. Mais il y avait toujours une figure supplémentaire dans ses dessins. Un homme avec des yeux rouges, un gros ventre et une barbe épaisse et mal entretenue. Quand nous lui avons demandé à propos de cette étrange figure, Timmy a simplement dit « C'est Angèle. Il vit sous mon lit. » Julie et moi avons pensé que c'était un ami imaginaire, une phase qu'il dépasserait. Mais un soir, Julie m'a apporté son carnet de dessin et cela m'a donné des frissons. Il montrait notre chambre, avec Julie et moi endormis, et la même figure aux yeux rouges nous regardant. Julie a essayé d'en rire, disant « Les enfants et leur imagination, n'est-ce pas ?» Mais le malaise s'était déjà installé en moi. Bientôt, les dessins de Timmy sont devenus plus inquiétants. L'un montrait moi travaillant sur mon ordinateur portable tard dans la nuit, avec Angèle qui regardait derrière la porte. Un autre montrait Julie sous la douche, avec Angèle qui regardait par la fissure de la porte. J'ai blâmé l'imagination vive de Timmy, mais Julie a fait remarquer que même la couleur de son flacon de shampoing était la même. Un après-midi, j'ai pris Timmy à part avec un des dessins. « Timmy, où vois-tu Angèle? Est-il vraiment sous ton lit? » ?»« Oui, papa. Il dit qu'il aime notre maison. » Cette nuit-là, j'ai vérifié sous son lit avec une lampe de poche. Rien. J'ai même vérifié les placards, derrière les rideaux, tous les endroits possibles. Je n'ai trouvé que des espaces vides et des ombres. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'être observé. Puis, un matin horrible, notre monde s'est effondré. Julie et moi nous sommes réveillés pour trouver le lit de Timmy vide. La panique nous a envahis alors que nous parcourions l'appartement en criant son nom. Les fenêtres étaient bien fermées. Nous étions au 21e étage, il n'aurait pas pu sortir par là. La porte principale était verrouillée de l'intérieur et il ne pouvait pas encore atteindre le loquet. Alors, où notre fils avait-il disparu? Nous avons appelé la police immédiatement. À leur arrivée, ils ont commencé une recherche minutieuse, fouillant chaque centimètre de notre appartement. Julie était en larmes. Les officiers ont cherché, posé des questions et formulé des hypothèses, mais il n'y avait aucun signe de notre fils. Un des officiers, nommé détective Harper, s'est particulièrement intéressé aux dessins de Timmy. Il les a étudiés attentivement. « Cette Angèle, votre fils vous en a parlé. » Oui, il a dit qu'Angèle vivait sous son lit. Nous pensions que c'était juste un fruit de son imagination. L'expression de Harper est devenue grave. Nous devons examiner de plus près le lit. Les officiers ont déplacé le lit et commencé à enlever le papier peint, ce qui a soudainement révélé un petit espace caché derrière. Mon cœur battait fort alors qu'ils retiraient les lattes de bois, révélant une cavité étroite menant à l'obscurité. Le faisceau de la lampe de poche de Harper a révélé une vue choquante. Cela était connecté à l'appartement de notre voisin. Ils ont fait irruption dans l'appartement du voisin, un certain monsieur D. Santos, et là, dans une pièce étroite et faiblement éclairée, se trouvait Timmy. Il était assis par terre, grignotant une part de chez Essécac, l'air hébété mais indemne. À côté de lui se trouvait un homme qui correspondait parfaitement au dessin de Timmy. Gros ventre, barbe mal entretenue et yeux rouges fixant notre direction. D.
Santos, vous êtes en état d'arrestation. D. Santos n'a pas résisté. Il a juste souri, un sourire esséurant et connaisseur qui m'a fait frémir. Alors que les officiers l'emmenaient, j'ai pris Timmy dans mes bras, tremblant de soulagement et d'horreur. Plus tard, nous avons appris toute l'histoire. Santos s'introduisait dans notre appartement la nuit par le passage caché. Il avait gagné la confiance de Timmy en lui offrant des chésé-sécac. Il prenait du plaisir à nous regarder pour satisfaire un voyeurisme sadique. Cela me remplissait de rage d'imaginer qu'il regardait secrètement ma femme se baigner. Dieu sait ce qu'il avait vu, détruisant complètement toute intimité que nous pensions avoir. La police nous a informé qu'il avait déjà été arrêté 4 ans plus tôt et avait récupéré de multiples enregistrements de lui filmant les locataires qui occupaient notre appartement auparavant. On avait supposé à l'époque que l'homme s'était introduit dans l'appartement, mais personne n'avait eu la moindre idée qu'il avait un espace secret pour entrer chez nous. Nous avons également appris son prénom, Angèle. La deuxième histoire. Réserver la cabane isolée à la montagne semblait être l'évasion parfaite du bruit de la ville. En tant qu'amateur de nature, je voulais la tranquillité de la forêt et l'air frais de la montagne. La cabane était tout ce que j'avais espéré, rustique, isolée et entourée de nature. C'est là que j'ai rencontré Alex. Il était beau et charmant, ce qui m'a mis à l'aise. Nous nous sommes rencontrés sur un des sentiers de randonnée près de la cabane. Alex était un randonneur, un amoureux de la nature comme moi, qui restait dans une cabane voisine. Nos rencontres étaient d'abord amicales. Nous parlions de nos sentiers préférés, des meilleurs endroits pour voir le lever du soleil et de notre amour pour la nature. Je n'avais aucune raison de me méfier. C'est au 3e jour que les choses ont commencé à changer. Alex est venu à ma cabane, non invité mais amical. Il a apporté une bouteille de vin, et nous avons passé la soirée à parler. Il y avait des étincelles dans l'air. Au fur et à mesure que la nuit avançait, son attitude a changé. Ces plaisanteries amicales sont devenues des questions sur ma vie, ma famille et mes peurs. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, mais j'ai essayé d'ignorer ça. Et il se fait tard, Alex. Je pense qu'il est temps de dire bonne nuit, ai-je dit. Le sourire d'Alex ne touchait pas ses yeux. Et bien sûr, Emma. Fais de beaux rêves. J'ai verrouillé la porte après son départ, mais le sommeil ne venait pas facilement. Puis, je me suis réveillé en pleine nuit pour trouver Alex au pied de mon lit. Avant que je ne puisse réagir, il a bondi, me plaquant, sa main couvrant ma bouche. Et chut, ne rend pas ça plus difficile. Il m'a traîné à la cave de la cabane, m'y enfermant. L'espace était sombre, avec seulement une petite fenêtre en haut. Il semblait que quelqu'un avait déjà séjourné là, car il y avait des matelas à proximité. Mon cœur battait fort en réalisant que je n'étais pas la première. Je ne sais pas vraiment combien de jours ont passé après cela. Alex contrôlait ma nourriture, me donnant juste assez pour me maintenir en vie, mais jamais assez. La nuit, il jouait des bruits forts et dérangeants par des haut-parleurs qu'il avait installés dans la cave. Juste au moment où j'allais m'évanouir et m'endormir, la cacophonie, des cris, du métal qui claque et des bruits statiques me réveillaient en sursaut. Je couvrais mes oreilles, des larmes coulant sur mon visage à cause de l'épuisement. Il me laissait aussi dans l'obscurité totale pendant des heures. L'absence de lumière jouait des tours à mon esprit, et bientôt je voyais des ombres qui n'étaient pas là. Mon imagination se remplissait d'horreurs, chacune plus terrifiante que la précédente. Puis un jour, il est venu avec un couteau et a commencé à graver des symboles dans les poutres en bois de la cave. Les symboles n'avaient aucun sens pour moi, mais l'acte a fonctionné. J'étais de plus en plus terrifié. « Pourquoi fais-tu cela » et ai-je demandé. Alex a souri. « Et parce que je peux. J'aime briser les gens. » « Et tu as déjà fait ça avant ?» Il n'a pas répondu. « Qu'est-il arrivé à eux ?» Il continuait à graver. « Ne me tue pas, s'il te plaît. »
Je savais que je devais m'échapper, mais la cave était sécurisée avec un lourd cadenas. J'ai passé des heures à l'étudier, cherchant une faiblesse. Mon opportunité est enfin venue quand Alex, dans un rare moment de complaisance, a laissé un outil de gravure à ma portée. Cela a pris toute ma force et ma concentration pour en faire un outil de crochetage improvisé. Une nuit, tandis que les bruits dérangeants résonnaient, j'ai travaillé sur le cadenas. Cela faisait peut-être une semaine que je n'avais pas bien dormi. Mes mains tremblaient violemment, mais je refusais d'abandonner. Enfin, le cadenas s'est ouvert, et j'ai ressenti une vague d'espoir. J'ai glissé hors de la cave et traversé la cabane. Le plancher craquait, et je retenais mon souffle, priant pour qu'Alex n'entende pas. Il était dans le salon, absorbé dans un rituel tordu avec les symboles qu'il avait gravés, méditant sous la lumière des bougies. Je suis sorti par la porte arrière, l'air froid de la nuit me frappant comme une gifle. Puis j'ai couru à travers la forêt traîtresse, les branches me fouettant la peau. Le manque de sommeil m'avait rendu paranoïaque. Chaque bruit me faisait sursauter, craignant qu'Alex soit derrière moi. Mes poumons brûlaient et mes jambes me faisaient mal, mais je continuais, poussé par ma volonté de survivre. J'ai atteint la station des gardes forestiers juste au lever du jour. J'ai frappé à la porte, criant à l'aide. Les gardes m'ont trouvé à moitié folle de peur, couverte de coupures et de contusions, mais j'étais en vie. Alex n'a jamais été retrouvé. La cabane était vide quand les gardes sont arrivés. J'ai donné son portrait robot, mais cela fait maintenant 3 ans, et je porte encore les cicatrices de ce temps. La troisième histoire. C'était il y a 9 ans que j'ai rencontré Olivia sur Tinder. Elle avait 36 ans, divorcée, et vivait dans une banlieue près de mon appartement. À 28 ans, je cherchais juste à m'amuser, pour être honnête, et Olivia semblait parfaite. On s'est tout de suite bien entendu, partageant un amour pour le rock classique, les films d'horreur et une aversion pour les commérages des petites villes. Il y avait une étincelle entre nous, une attraction électrique, pour ainsi dire. Et tu aimes les Rolling Stones ? Pas possible. C'est mon groupe préféré. Et oui, je les ai vus en concert en 99. C'était une nuit sauvage. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un bar tranquille qu'elle a recommandé. Je me souviens bien de l'endroit, faiblement éclairé avec de vieilles cabines en bois et un jukebox qui ne jouait que des tubes des années 80. Puis elle est entrée. Olivia était magnifique. Elle avait un charme naturel, une démarche confiante et un corps superbe. Nous avons ri, flirté et bu plus que nous n'aurions dû. Elle a été très claire sur ses intentions. J'espère que l'âge ne te dérange pas, regarde-toi. Tu ne peux pas avoir 8 ans de plus que moi. Pour être honnête, Ethan, j'aime sortir avec des hommes plus jeunes et je ne cherche rien de sérieux. Juste pour que tu saches, c'est pour une nuit seulement. Et ça me va parfaitement. Nous avons quitté le bar et Olivia m'a invité chez elle. Son bungalow était vieux avec un style victorien qui semblait un peu inquiétant sous le clair de lune. Mon esprit ivre a ressenti une pointe d'inquiétude dès que je suis entré. La maison était magnifiquement entretenue, mais avait une atmosphère étrange. Le salon avait des meubles anciens, des boiseries sombres et des rideaux lourds, mais quelque chose ne collait pas, la moquette crème. Elle détonnait avec le décor, se démarquant comme une tache. Et tu as une belle maison. Papa vend du pétrole. Papa s'est tiré une balle quand j'avais 3 ans. J'ai eu la maison lors du divorce. Mon ex-mari était dans l'immobilier. Tu veux un autre verre ? Elle m'a donné un verre de whisky et nous nous sommes installés sur le canapé. Son contact était enivrant et bientôt nos doigts exploraient chacun l'autre, nos yeux se fixant. Il y avait quelque chose dans son honnêteté brutale, son charme et sa confiance qui me rendait ivre, en plus du Jack Daniels. Et tu as bon goût en décoration. Très vintage. Je suis une amoureuse des antiquités. Elles ont une histoire à raconter,
tout comme nous. Et oh, et quelle est notre histoire? Deux étrangers qui se rencontrent par hasard et partagent une aventure. Ça a l'air excitant. Quelle sorte d'aventure as-tu en tête? Et une qui commence avec un bon whisky et se termine par « Eh bien, on verra ». J'aime le son de ça. Tu es pleine de surprises, n'est-ce pas? Seulement les bonnes. Et toi? Quelle surprise as-tu en réserve? Et tu devras rester pour le découvrir. Et je pense que je vais rester. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'un beau gars comme toi fait sur Tinder? Je cherche quelqu'un d'intrigant, je suppose. Je l'ai trouvé. La flatterie t'emmènera partout. Bon à savoir. Et toi? Pourquoi Tinder? Et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour une femme comme moi pour trouver des jeunes hommes comme toi. Je peux être vivant. Et je parie que tu peux. Devons-nous continuer cette aventure en bas? J'ai une pièce spéciale pour mes invités. Montre-moi le chemin. Mais alors qu'elle me prenait le bras pour m'emmener dans sa chambre, une vague de nausée m'a frappé. J'ai trébuché, et avant de pouvoir m'arrêter, c'est sorti. J'ai vomi partout sur la moquette. Je me souviens que l'attitude d'Olivia a changé instantanément. Elle est entrée dans une colère noire, se précipitant pour attraper une serpillière, son visage déformé par la rage. Tu as ruiné ma moquette. Je suis désolé, je ne voulais pas. Je l'ai cousue de mes mains. La seule chose dans cette maison qui ne me rappelle pas mon ex-mari malade, et maintenant ton vomi est dessus. Réalisant que j'avais gâché ma chance, j'ai marmonné des excuses et me suis précipité hors de la maison. Ma tête tournait, mon estomac se tordait. Je suis rentré chez moi et me suis effondré dans mon lit, maudissant ma capacité à ruiner ce qui aurait été une nuit glorieuse. Maintenant, 9 ans plus tard, j'ai vu son visage à la télé. Olivia, maintenant âgée de 45 ans, a été arrêtée. Une pièce de torture secrète a été découverte dans le sous-sol de son bungalow où elle gardait de jeunes hommes et les torturait. Une de ses victimes avait réussi à s'échapper et à alerter les autorités. La police a trouvé des preuves de cannibalisme, des parties des anciens amants qu'elle avait prises et la révélation horrifiante finale. Une moquette faite de peau humaine. Je suis resté là, fixant la télé avec incrédulité. La moquette crème m'est revenue en tête et un frisson a parcouru ma colonne vertébrale en réalisant à quel point j'avais eu de la chance.